Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 6 du Tour de Suisse. Le débrief de cette étape de ce vendredi sous la canicule encore en Suisse. Je m'excuse si vous entendez des bruits du monde extérieur. Tout simplement, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Sinon, enfin voilà, là, il fait plus de 35. Commence à décéder un petit peu si je laisse la fenêtre fermée. Donc voilà, la fenêtre est ouverte. Vous allez peut-être entendre des bruits de tracteurs, des bruits de camions, des bruits d'animaux. C'est normal, vous inquiétez pas. Étape qui m'a absolument pas passionné, mais en même temps c'est dû à plusieurs facteurs, et on reviendra sur ces facteurs dans la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, si vous avez aimé telle ou telle chose, si telle ou telle chose vous a déçu. N'hésitez pas à mettre également un pouce bleu, ça permet de savoir si la vidéo vous a plu. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez, ce qui est déjà très bien, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et si vous mettez toutes les notifications, eh ben c'est encore mieux, c'est le Saint Graal. Bon, étape numéro 6 de ce Tour de Suisse, étape qui ne m'a pas vraiment plu. Moi je suis arrivé sur l'étape, il était 15h50, je vous explique pourquoi. Je suis allé acheter le cadeau de fête des pères, toujours en avance, donc voilà. Donc j'ai peut-être raté les 20 minutes d'avant. J'ai pas raté, je pense, grand chose. J'ai raté un peu du début de la montée, mais pas, enfin de la montée finale, mais pas grand chose. C'était ennuyant, c'était pas passionnant. 15h40 même, j'ai dit 15h50. 15h40. Mais c'était pas passionnant, loin de là. Et puis, encore une fois, à cause de plusieurs paramètres, vous avez la Covid, vous avez la chaleur. C'est vrai que la chaleur est accablante ici. On a vu, hein, notamment sur la route d'Occitanie, l'étape ne fait que 35 km. Là, la chaleur est énorme. Forcément, au bout de 3 jours de course, ça commence à avoir des conséquences au niveau récupération. Et puis, on a la Covid, énormément de cas de Covid. On a perdu énormément de coureurs du peloton depuis 2 jours. On a perdu, je crois, 35 coureurs. 35 ou 36 coureurs. C'est énorme. Sur un peloton qui devait être de 170, 175 au départ. On peut même avoir des inquiétudes. Là, ils sont, je crois, à 90 encore dans le peloton. Imaginons que demain, on en reperde encore une vingtaine. On peut se poser des questions sur la faisabilité d'une fin de Tour de Suisse. Hein. Donc, ce qui fait que Covid plus chaleur, eh bien, on saura que ça provoque l'ennui chez moi. L'étape était un peu avortée. On aurait pu avoir un beau spectacle et puis... parce qu'il y avait de quoi faire aujourd'hui. Mais il y a eu trop d'éléments qui ont fait que les coureurs n'ont pas vraiment couru parfaitement. On va commencer par le premier problème de cette étape, c'est l'arrivée en virage. C'est inadmissible, encore une fois, ce qui a été fait. Premièrement, pour des raisons de sécurité. Moi, je le dis toujours, mais une arrivée en virage, ça veut dire que déjà tu vois pas la ligne d'arrivée. Alors, hein, on était en montée, vous allez me dire, on n'arrive pas vite. Sauf qu'il y avait très peu de pente en fait sur le dernier kilomètre et demi de montée. Donc, si, on arrivait quand même un petit peu vite. Donc, on voit absolument pas. Alors là, quand vous êtes dans une arrivée où la ligne est en courbe, le problème c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a au bout et que les soigneurs ne vous voient pas quand ils se placent, ou les journalistes, ils ne vous voient pas dans la zone de freinage. Donc, c'est très dangereux, je trouve. Surtout qu'il n'y avait pas une largeur de route non plus énorme du côté de ce Tour de Suisse. Et puis oui, je suis assez d'accord avec certains suiveurs. Ça modifie complètement les résultats de la course. Stephen Williams, ce premier jour, il fait du chemin en moins par rapport à Charman. Eh bien là, pareil, sans renier la victoire de Nick Odens, sans renier la performance de Nick Odens, il a fait une très belle journée et ça fait du bien de voir Nick Odens. Je suis plus énervé contre l'UCI, pour tout vous dire. Foncièrement, le mec qui est à l'intérieur, il fait moins de chemin que le mec qui est à l'extérieur. Est-ce qu'en Formule 1, imagine les 500 miles d'Indianapolis à l'arrivée, Romain Grosjean, qui passe à l'intérieur, la ligne droite, elle est comme ça. Parce que la réalité, c'est que la ligne droite, au lieu d'être comme ça, elle était comme ça, la ligne droite, en réalité. Le mec qui va là, il passe la ligne bien avant celui qui est à l'extérieur. Et c'est ce qui s'est passé. À partir du moment où il y a en plus un virage, même pour la photo finish, c'est pas clair. Et on l'a vu, hein.
La photo finish, alors déjà ça joue d'un boyau entre les deux, mais c'est même pas très clair parce que par rapport à la ligne, les photos finish sont faites pour des lignes toutes droites, elles sont pas faites pour des lignes tordues, hein. Donc forcément au niveau de la photo finish, c'est pas clair non plus. Et moi je trouve pas ça normal. On est en World Tour en plus, on n'est pas sur une épreuve de 3e division, 4e division. On n'est pas sur une épreuve de première de championnat de France amateur. On est sur une épreuve UCI World Tour. L'une des 7-8 épreuves les plus importantes au monde, le Tour de Suisse. Et on n'est pas capable de l'organiser. On n'est pas capable de l'organiser correctement. Là encore aujourd'hui, l'arrivée, étape 1, arrivée qui n'est pas bonne. C'était l'étape 3 ou l'étape 4 où il y avait 150 îlots centrales. C'est pas normal. Des signaleurs qui sont pas toujours au bon endroit, à la bonne place. Il semblerait qu'il y ait également des gros soucis au niveau de Radio Course qui donne très peu d'informations. J'ai lu ça sur le Twitter de Pro Cycling Stat qui dit qu'on peut pas faire mieux pour le moment en termes d'informations sur le live streaming, le live timing. Plutôt parce qu'en fait, Radio Course donne très peu d'infos. Donc on fait avec les images, on fait avec nous ce qu'on reçoit. Mais voilà, il manque des informations. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup trop. Encore une fois, on est sur une course qui est l'élite du cyclisme. Ça m'énerve parce que on impose énormément de choses aux coureurs. On leur a dit, pour la sécurité, ne faites plus telle position, ne faites plus ça. On a dit aux équipes, ne faites plus ça, ne faites plus ce genre de choses. On parle d'écologie avec les bidons. Mais aujourd'hui, c'est l'UCI qui est bidon. Parce que l'UCI n'est pas capable d'engueuler les organisateurs quand ils ne font pas leur job. Le Tour de Turquie, c'était du n'importe quoi cette année. Les 4 jours de Dunkerque, pour l'instant, je n'ai pas vu les étapes en intégralité, j'ai vu les arrivées du n'importe quoi aussi. Notamment l'étape 1 où il y a l'énorme crash, mais il y a une arrivée en courbe. C'est du n'importe quoi aujourd'hui. Et c'est ça depuis la sortie de la Covid, hein. Parce qu'avant, on n'avait pas d'arrivée en virage. Avant. On avait très peu de... Enfin, on avait des courses. Bon, le Tour de Turquie, ça a toujours été le bordel. L'Amstel, par exemple, ça a toujours été le bordel. Mais, je dirais que sur la saison, c'était 15-20% des courses qui étaient problématiques. Et encore, quand je dis problématiques, on est loin des soucis qu'on a eu d'arriver en courbe ou ce genre de choses, hein. On était parfois sur des virages qui étaient mal indiqués, parfois sur des virages à 300 mètres de la ligne. Sauf qu'aujourd'hui, les arrivées, c'est du grand n'importe quoi. Et pour tout vous dire, le Tour d'Italie, maintenant, c'est presque une course qui est bien organisée. Alors qu'avant, le Tour d'Italie, c'était une catastrophe. Mais on est obligé d'avoir des critères qui baissent. Sinon, il y a 85% des courses aujourd'hui organisées qui ne sont pas correctement. Et je parle pas que de l'étranger, là, c'est vrai que souvent je dis en France c'est bien organisé, mais en France, le Tobron-Léon de l'année dernière, catastrophique. L'étape 3 du Tour de France l'année dernière, le final c'est catastrophique. Quelle autre course aussi où j'ai trouvé qu'on avait pris des risques l'année dernière sur le Dauphiné, il y a une étape remportée par Colbrelli où c'est aussi du n'importe quoi au niveau du parcours. Le Tour d'Italie cette année, Tirreno pardon, il y a quand même un problème d'aiguillage au niveau du parcours. Le Tour de Turquie, ça fait les 2 dernières éditions des Tours de Turquie, je les ai beaucoup suivis pour la chaîne. C'est du n'importe quoi. L'Amstel, c'était du n'importe quoi cette année. Enfin, il y a un moment, il va falloir vraiment que l'UCI impose des règles de sécurité. Je suis quand même très surpris que les équipes ne gueulent pas plus. On impose énormément de choses aux équipes aujourd'hui et rien aux organisateurs, c'est pas normal. On doit être beaucoup plus intransigeant du côté des organisateurs. Et pour moi, pour rester en World Tour, il faudrait également qu'il y ait un système de classement pour les organisateurs avec des critères. Et que si vous avez moins de telles notes, vous n'êtes plus en World Tour. C'est une autre course qui vous remplace. Parce que quand je vois comment est organisé ce Tour de Suisse cette année, je me dis que dans les épreuves World Tour, il y a beaucoup de laisser-aller depuis quelques temps.
Et David Lapartien ne dit rien. Faut rien dire sur les organisateurs. Bah si, excusez-moi de vous le dire. Là, je suis en train de regarder quelques arrivées du prochain Tour de France. Je peux vous dire que oui, ça va être technique. Hein. En descente en plus, on peut être à la limite du dangereux. Mais on laisse faire, on laisse faire. On veut du cyclisme spectacle maintenant. Je crois qu'on veut des blessés et des morts surtout. Par un moment, on les aura. Hein. Mais je suis pas sûr qu'on garde les spectateurs si on a des morts. Hein, je suis pas sûr que ça intéresse les gens vraiment de voir des gens mourir en direct. Je suis pas sûr que ce soit la passion de la population. On continue avec la Covid. Bah oui, encore une fois la Covid qui a eu un énorme impact. On a perdu beaucoup de coureurs aujourd'hui, notamment le leader de la course Vlasov. Qui en a perdu d'autres? On a perdu les trois quarts de EF, notamment Rigoberto Urán et Hugh Carty. On a perdu la Bahreïn avec Stephen Williams, qui était le leader de la course pendant quelques jours. On a perdu deux coureurs d'Israël. On a perdu Pidcock, pardon. On a perdu chez toute l'équipe UAE, toute l'équipe Alpecin. Également Claudio Imhoff, Kyle Murphy du côté de Human Powered Earth. Sylvain Didier, par exemple, a abandonné hier. Enfin, aujourd'hui et ce matin, on n'a pas pris le départ. Ça fait quand même beaucoup de coureurs. On peut quand même se poser la question. Alors déjà, aucun coureur français et aucun coureur d'une équipe française n'est impacté. On peut quand même se poser des questions sur le relâchement peut-être des gestes barrières, le relâchement des protocoles. On sait très bien que même en étant vacciné, on transmet du virus. Hein. Ça, il n'y a pas de nouveauté, ça a été dit. Là, c'est pas un truc anti-vaccin hein, que je raconte. Donc à partir de ce moment-là, on sait qu'il y a une hausse des contaminations en ce moment en Europe. Il n'y a pas qu'en France où il y a une hausse des contaminations parce que on a tout rouvert, on a tout relâché au niveau des gestes barrières. Moi je le vois très bien hein, quand vous là par exemple j'ai été acheter le cadeau de mon père dans une grande enseigne que je ne vous dirai pas de quoi si on regarde la vidéo. Je peux vous dire il n'y avait pas de masque. J'ai été en course jeudi matin dans un supermarché. Il n'y a plus personne qui a le masque. Moi, j'étais le seul couillon à avoir le masque. Encore une fois, le masque ne protège pas à 100%. Ça évite quand même un peu la contamination et les gestes barrières surtout. Je pense qu'il y a un relâchement. Et le relâchement qu'on voit dans la population, on le voit également dans les équipes. Les interviews ne se font plus avec le masque. Ce matin, j'étais surpris en regardant la course de voir Thibaut Pinot avec un masque. Et je me suis dit, oui, ça fait depuis au moins 3 mois qu'on voit plus de coureurs avec les masques en interview. Or, la Covid n'a pas disparu sur les 3 derniers mois. Il y avait moins de contaminations, mais il y avait toujours des contaminations. Et bah là, on se le prend de plein fouet. Je suis quand même inquiet dans 2 semaines. Le Tour de France n'est que dans 2 semaines. C'est dans 2 vendredis le Tour de France. Hein. Parce que je rappelle, ça commence le 1er juillet, un vendredi. Donc on peut quand même se poser des questions sur la capacité qu'auront ces coureurs, on espère, à pas avoir des Covid longs, à pas avoir des symptômes, parce que quand même quelques-uns vont faire le Tour de France, où vont être des équipiers importants pour des coureurs importants sur le prochain Tour de France, parce que je rappelle qu'UAE, c'est l'équipe quand même de Pogacar. On peut avoir des inquiétudes quand même autour de tout ça. Et se dire, ah bah c'est quand même mal embarqué pour certains coureurs. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de Covid long, là. Mais je pense qu'il faudrait, on parle encore de l'UCI, l'UCI ne fait pas son job, il faut resserrer les boulons. On est quand même sur un Tour de Suisse, encore une fois, qui fait partie des 7-8 courses les plus importantes au monde, qui va se finir peut-être avec 70 coureurs. Où on perd beaucoup de la bagarre au niveau des avant-postes. Je pense que quand même il y a un souci. Et puis, je me posais une question aussi. Au niveau des points UCI, on peut quand même... il y a des équipes là qui en ont bien profité aujourd'hui au niveau du général. Je pensais Nelson Poles par exemple. Il passe 4e du général. On a les Knesund aussi qui gagnent 4 places, qui sont des coureurs. Andreas Krohn reste dans le top 10 du général. Ça veut dire que des équipes qui sont quand même dans des positions
bon, je parle même pas d'Israël et de Fugelsang, mais qui sont dans des positions très difficiles, vont marquer beaucoup de points. Mais pas du fait du bonne forme, du fait que la start list a été décimée. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer une règle du côté de l'UCI et dire, si on a eu plus de temps d'abandon, s'il n'y a pas assez de coureurs à l'arrivée, on diminue le nombre de points. C'est-à-dire, au lieu de que vous tapiez 100% des points, vous ne tapez plus que 75, 50% des points. Alors, surtout dans des cas comme là de Covid, parce que certains n'ont pas abandonné par envie. Est-ce que pour limiter le fait que peut-être qu'un Paulès va prendre 200 points sur cette course, alors qu'il en aurait plutôt pris 100 avec une 10e place, on ne pourrait pas modifier la donne. Et puis, ça joue également sur l'intérêt de la course, forcément sur les téléspectateurs. Je pense que, je pense qu'il y aura beaucoup moins de gens qui vont peut-être regarder cette vidéo, mais qui vont suivre la fin de ce Tour de Suisse, parce que là, c'est sûr que ça devient beaucoup moins intéressant aujourd'hui. On passe tout de suite au bilan des Bleus. On a fait long, mais j'avais beaucoup de choses à dire, notamment sur les arrivées en virage et sur les cas de Covid. On commence tout de suite avec Thibaut Pinot. L'étape de Thibaut Pinot, il est dans le groupe des leaders, il est dans le groupe des meilleurs. Tout devant, il a fait vraiment une belle journée, Thibaut Pinot. Il l'a dit en interview, la chaleur le bloque, ça a toujours été le cas. Thibaut Pinot n'est pas un coureur qui aime les fortes chaleurs. Et forcément, là, il est quand même gâté du côté de ce Tour de Suisse. Donc, il l'a dit, voilà, je suis à 80% de mes capacités. Si à 80% de ses capacités, il est capable de rester dans un peloton, certes qui n'a pas roulé à fond aujourd'hui, mais qui a quand même été nerveux dans les 5 derniers kilomètres, c'est quand même plutôt intéressant pour Thibaut Pinot. Parce que s'il est capable de faire ça à 80% de ses capacités, qu'est-ce que ça va être à 100 ? C'est quand même très intéressant. Et puis il l'a dit, là aujourd'hui c'était une étape avec de l'altitude. Il a dit dès qu'il y a de l'altitude, il fait un peu moins chaud, je me sens beaucoup mieux. Je rappelle que cette année sur le Tour de France, il y a des étapes où on ira haut en altitude. Le col du Granon, par exemple. L'étape de l'Alpe d'Huez, autre exemple. Ça peut être intéressant pour Thibaut Pinot. Ces étapes-là peuvent être à cocher. Et puis peut-être que dans 2 semaines, il fera beaucoup plus froid sur les routes du Tour de France. Peut-être qu'on ne sera plus en canicule. Donc vu les jambes qu'a l'air d'avoir Thibaut Pinot, c'est intéressant. Clément Champoussin. Je ne dis pas vainqueur moral de l'étape parce que peut-être que Nico Denz en plus a un peu gêné au tout début de lancer son sprint. Nico Denz a très bien couru, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que Nico Denz mérite sa victoire. Il n'y a pas de vainqueur moral là dans l'affaire. On va dire Champoussin vainqueur moral, non. Je suis énervé par l'UCI, je ne suis pas énervé contre Nico Denz. Il faut bien comprendre ça. Champoussin il a bien couru aujourd'hui. Sauf dans le sprint, mais je trouve sa manière dont il fait la montée finale, il a bien lissé son effort. Il a profité aussi du fait que Masnada n'a pas été très intelligent, mais il a bien lissé son effort, Champoussin, et je trouve qu'il a été intelligent dans le final. Il a bien collaboré avec Herrada quand Herrada pouvait. Ensuite, sur la fin, Herrada était un peu plus en difficulté et Herrada, je crois, fait 4 du sprint. Je crois de tête 3, non il fait 3 même de l'étape devant Quinn Simmons alors que pourtant il était bien Kramas Rezu Serda que j'ai pas mis en plus mais voilà il a fait une belle étape aussi. Mais du côté de Clément Champoussin, belle intelligence de course, belle capacité à lisser son effort, ça lui a sauvé la mise aujourd'hui. Et puis c'est bien pour Clément Champoussin, le début de saison n'avait pas été facile. C'est un début de saison un petit peu difficile parce qu'il avait été blessé, je crois, au moment de Paris-Nice. Surtout, il avait dû abandonner pour Covid, je crois, du côté de Paris-Nice. Il avait abandonné, il n'avait pas pris le départ du Tour du Pays Basque. Sur le Tour des Alpes, il abandonne au bout de 3 jours de course. Abandon également sur la Mercantour Classique. Donc voilà, début de saison qui était pas du niveau de ce qu'on avait vu l'année dernière. Et puis, ça montre que les jambes reviennent dans une échappée.
Lui, je rappelle qu'il est prévu pour le Tour de Lombardie, je pense pour la Vuelta peut-être également. Encore une fois, Clément Champoussin, il est pas foncièrement prévu pour le prochain Tour de France. Donc ça montre que les jambes vont mieux, qu'il a peut-être réparé tout un peu ses pépins physiques et qu'il va pouvoir se lancer sur une deuxième partie de saison qui va être beaucoup plus intéressante pour le coureur français, qui est quand même là aussi une jeune pépite, hein, 24 ans, formé. Enfin voilà, il a fait tout le travail chez AG2R, donc voilà, c'est un coureur qui va être intéressant de suivre, Clément Champoussin, dans les semaines à venir, et il a fait vraiment du beau job aujourd'hui, donc c'est très intéressant ce qu'a fait Clément Champoussin. Et puis on peut noter également la belle perf de Bob Jungels au niveau du général, qui est toujours là, hein. Bob Jungels, il est 11e désormais, puisqu'il a gagné 4 places, il a bien profité des abandons devant lui. 1 minute 36. Donc là aussi, hein, pour Bob Jungels, le top 10 est totalement réalisable, ce qui lui ferait du bien, ce qui lui redonnerait peut-être de la confiance après 2-3 ans de grandes difficultés quand même pour le coureur luxembourgeois, où il s'est perdu, des problèmes physiques, artériaques. Donc voilà, le revoir à 30 secondes de Pozzovivo, alors certes un Pozzovivo fatigué, mais il est toujours dans le coup, Bob Jungels, et ça c'est très intéressant pour lui, pour AG2R. Également au niveau du classement général. Voilà, ça va permettre à l'équipe de retrouver un petit peu de dynamique. Après la belle performance également de Ben O'Connor sur le Dauphiné. Voilà, en AG2R en quille, c'est toujours un peu la période où il commence un peu à chauffer chez AG2R. On se souvient notamment des victoires de Christophe Moreau sur le Dauphiné, mais c'est le Dauphiné est une course vraiment importante pour eux dans la saison. C'est souvent là ils se réveillent, où ils remettent un petit coup de collier et ils finissent plutôt mieux la saison qu'ils ne la débutent dans cette formation. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou. Du côté des coureurs au top, je vais commencer avec Nico Dens. Nico Dens profite de cette arrivée en virage un petit peu, mais il a bien couru aujourd'hui. C'est le seul qui est capable de suivre Masnada quand Masnada met ses coups de butoir. Si Champoussin peut jouer la deuxième place, c'est aussi parce que Dens n'a pas collaboré avec Masnada. Certainement à un moment parce qu'il ne pouvait pas, un autre moment parce qu'il n'en avait pas l'envie. Et puis de toute manière, Nico Dens, on sait que c'est un coureur qui est dangereux dans ce type de situation. Et puis ça fait du bien de revoir juste Nico Dens aux avant-postes. C'est un coureur qui ces dernières années a eu un énorme rôle d'équipier, mais qu'on n'avait plus vraiment vu en tant que leader ou en tant au moins que baroudeur. C'est vrai que ces dernières années, il avait souvent un rôle d'équipier, on ne le voyait plus à l'attaque dans les courses. Ça fait du bien de revoir l'Allemand aux avant-postes, coureur qui n'a que 28 ans. C'est vrai qu'on a l'impression de le voir depuis des années. C'est un coureur qui est arrivé stagiaire chez G2R en 2014 à l'époque. Ensuite, voilà, il a fait d'autres très belles courses. Mais aujourd'hui, Nico Dens, il est très intéressant. C'est un coureur qui est un excellent équipier. Aujourd'hui, c'est un coureur sur lequel on compte chez DSM. Fin de contrat pour Nico Dens. Donc il avait peut-être aussi envie de se montrer pour montrer à son équipe, mais également peut-être à d'autres formations qu'il est capable de faire encore des belles performances. Et puis encore une fois, je suis énervé contre l'UCI, mais pas du tout contre Nico Dens, c'est bien dans le revoir aux avant-postes. Et puis même la manière dont il sprint, il a un peu piégé Champoussin. Au départ, Champoussin, il le met collé contre les balustrades. Et puis ensuite, un peu en mettant les épaules, Dens, il a réussi à repasser deuxième derrière Masnada qui lançait le sprint. C'est aussi là où il se donne la possibilité de gagner. C'est en faisant ce mouvement-là et en se mettant devant Champoussin qui a dû le remonter pour le dépasser. Et surtout, lui, il a bien anticipé le fait qu'il y avait un petit virage, en sachant que selon l'équipe, la chaîne L'équipe, Patrick Chassé et autres, ce n'était pas compréhensible, c'était impossible de savoir qu'il y avait un virage par rapport au roadbook. Donc voilà, il n'a pas bien géré son affaire, il n'a pas bien surutilisé le roadbook, non, c'était quasiment impossible de le savoir. Mais voilà, belle perf de la part de
de Nico Dens. Ça fait du bien de le revoir aux avant-postes. J'ai mis Leknesund. Pourquoi Leknesund, vous allez me dire? Parce qu'il est 6ème du général. Et oui, pour un coureur qui est pas le meilleur grimpeur du plateau, qui est un bon rouleur puncher, mais qui n'est pas un pur grimpeur, Leknesund. Une victoire d'étape, 6ème pour le moment du général, ça va faire des points, ça pour DSM au niveau du classement UCI, et ça va peut-être faire du bien à une partie de la formation qui se contentait juste de Romain Bardet, de dire, il n'y a pas que Romain Bardet chez DSM, il y a d'autres coureurs qui sont en capacité de faire ce niveau-là de performance, et c'est intéressant de voir que Leknesund, il est capable de réussir à être performant, de réussir à faire cette perf, et de réussir à être devant. Donc voilà, du côté de Leknesund, belle 6ème place pour le moment du général à 46 secondes. Il profite aussi des abandons. C'est là où il y a quand même une réflexion à avoir sur les systèmes de points de l'UCI. Est-ce que quand il n'y a pas beaucoup d'abandons, trop d'abandons, il ne faudrait pas diminuer les points UCI ou réfléchir à comment faire dans ce genre de cas? Est-ce qu'on peut dire aussi, les mecs qui n'ont pas abandonné et favoriser le fait de finir les courses? Ça pourrait être également une solution pour dire si on vous finissez pas les courses, vous marquez pas les points et donc c'est une perte sèche pour vous, et que si la montée se joue à 10 ou 15 points, c'est peut-être les 10 ou 15 points que vous auriez pu prendre sur une course comme Paris-Roubaix, mais comme vous avez abandonné parce que vous étiez trop loin, vous ne les avez pas prises. Voilà, c'est aussi une réflexion qu'on peut avoir. Je termine avec Geraint Thomas. C'est peut-être le nouveau leader du général. Parce que Fuglsang, s'il n'arrive pas à prendre plus de marche sur Geraint Thomas, même si Geraint Thomas n'est plus un champion du monde du chrono en puissance, ça reste quand même quelqu'un qui a des bonnes valeurs. Je pense qu'il est capable de faire un meilleur chrono que Fuglsang. Alors il ne faut pas que Geraint Thomas soit à plus de 15-20 secondes, parce que je pense que là, Fuglsang est capable d'être à 15-20 secondes de Geraint Thomas, mais je pense que s'il y a moins de 15 à 20 secondes, ça sera avantage Geraint Thomas. Je pense pas qu'Higuita ou Poles arrive à faire mieux. Peut-être Leknesund, mais qui est quand même déjà à 46 secondes. Stefan Kung est à 49 aussi. Je sais pas si sur 25 bornes, Kung est capable de reprendre autant de temps à Fuglsang, et puis ça veut peut-être dire également que Kung va encore perdre du temps demain dans la montée finale, parce que je rappelle que ça sera encore une arrivée au sommet après une longue montée de hors catégorie. Donc pour moi, Geraint Thomas, vu la forme que j'ai vue aujourd'hui, même s'il avait l'air d'avoir un peu chaud, c'est peut-être celui qui est capable de faire la meilleure performance. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, Masnada. Il n'a pas bien couru dans le final, Masnada. Il décide de faire la différence au pied de la montée. Bon, c'est un choix. C'était tôt, il y avait encore pas mal de kilomètres, mais il dit, bon voilà, je me sens fort, j'ai des bonnes jambes, je décide de faire la différence en début de montée. Bon, pas de chance pour lui, il y a Nico Dens. Sauf que dans un premier temps, il roule, ça ne le gêne pas d'avoir Nico Dens derrière. Et puis d'un coup, il a voulu que Nico Dens passe des relais, alors que quand on voyait l'état de Nico Dens, il s'accrochait complètement. Donc Masnada aurait dû mettre le petit coup de collier, la petite accélération qui aurait fait craquer Nico Dens. Sauf que, alors je ne sais pas s'il n'a pas voulu le faire, s'il a fait une erreur tactique à ce moment-là, ou s'il n'avait pas les capacités de le faire. Mais dans ce cas-là, il ne fallait pas attaquer dès le départ. Il ne fallait pas attaquer dès le pied de la montée. Et puis ensuite, ça s'est regardé, et puis Nico Dens, c'est quand même un coureur qui a un peu d'expérience, donc il ne s'est pas fait avoir par Masnada, et puis c'est peut-être un coureur qui connaissait très bien Masnada, parce que les deux ont 28 ans, donc c'est des coureurs vraiment de la même génération. Et puis, au bout d'un moment, Masnada, il arrête de rouler. On fait à gauche, à droite. Et puis, il a laissé revenir Champoussin et Rada dans le match. Même Quinn Simons. C'est une erreur de la part de Masnada pour ensuite, en plus, être obligé de lancer le sprint. Parce que si tu fais ça, soit tu lances une attaque et que tu arrives à lâcher tout le monde. Et dans ce cas-là, ensuite, tu prends ton rythme de croisière. Soit ça veut dire que tu te sens fort pour le sprint et surtout que tu ne vas pas emmener le sprint aux autres.
Parce que tu n'as pas envie d'emmener le sprint aux autres. Sauf qu'il emmène le sprint à tous les coureurs dans le final, qui finit 5e. Mais je trouve quand même que Masnada, depuis le début de saison, il est décevant. Alors c'est un coureur qui a un contrat jusqu'en 2024, mais moi je l'ai trouvé très décevant, notamment je vous avais dit au Tour de Man. Pour moi c'était le favori du Tour de Man, plus que Jan Hirt. En plus il gagne l'étape la plus difficile, sauf qu'il ne gagne pas le général de la course. C'est Jan Hirt qui gagne le général de la course, alors que pour moi c'était le favori. Il finit 26e seulement de l'UAE Tour. C'est un coureur qui, je rappelle, a quand même remporté une étape du Tour d'Italie, 2e du Tour de Lombardie, 3e du Tour de Romandie l'année dernière. Donc c'est un coureur qui sait gérer le général d'une course. Mais aujourd'hui, il n'a pas les jambes. Je trouve que depuis le début de saison, c'est pas du grand Masnada. C'est un coureur que j'aime bien, je l'avais adoré notamment sur le Tour de Lombardie, sur d'autres courses, mais je trouve qu'en cette année 2022, il a du mal. Alors peut-être aussi parce que voilà, il a fini très tard. Le Lombardie, c'est une des dernières courses de la saison. S'il a fini en forme, c'est parfois ensuite compliqué de relancer la machine. Mais je suis quand même déçu aujourd'hui de ce que fait Masnada en termes de performance. Remco Evenepoel, comme quoi hier, c'était pas un coup de chaud. Parce que sinon aujourd'hui, il aurait fini avec les meilleurs. Il prend quand même 1 minute, quasiment sur les hommes de tête. Donc c'est pas un jour sans. Ce qu'on pouvait dire, par exemple, d'un David Gaudu sur le dernier Dauphiné, vu qu'il n'y avait pas d'étape le lendemain, c'est un peu plus facile de dire c'est un jour sans. Là, on ne peut pas le dire avec Evenepoel. Est-ce que c'est parce qu'il s'est déshydraté hier et qu'il n'a pas réussi à se réhydrater pendant la nuit ? Parce que c'est vrai qu'hier, l'étape a été très compliquée en termes d'hydratation. La raison qui aurait fait qu'il a lâché et qu'aujourd'hui, il n'avait pas totalement récupéré. Bon. Ou est-ce que c'est seulement Evenepoel n'a pas des grandes jambes dans cette fin de Tour de Norvège parce que pas mal couru, parce qu'il a fait le Tour de Norvège aussi, et que dans ce Tour de Suisse, j'ai dit Tour de Norvège, il a un peu du mal à finir. C'est peut-être la raison pour Remco. Mais aujourd'hui, il n'est pas au niveau auquel on attend de lui. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu décevant. Et puis Lutsenko, j'ai pas compris non plus. Il n'y a pas que Masnada, j'ai pas compris. Alors Lutsenko, on fait rouler Astana. Bon, je me dis au départ, pour Lutsenko, ils sont sûrs. Quand je vois ça dans les commentaires, dans le live track de Pro Cycling, je me dis, ils sont sûrs d'eux quand même, parce que bon, c'est pas comme si Lutsenko n'avait pas vraiment été performant. Je me dis pourquoi pas, il a peut-être envie de se refaire la cerise. Donc on roule très fort, on revient un peu, et puis d'un coup on arrête, alors qu'on a toujours 1 ou 2 équipiers qui sont en capacité de rouler dans le peloton. Pour qu'ensuite Lutsenko n'a jamais attaque, mais se retrouve en chasse-patate pendant 3 à 4 bornes. Donc vraiment aucun intérêt. Alors, ce qu'a fait aujourd'hui Lutsenko n'avait aucun intérêt. Soit il voulait tester ses jambes, mais dans ce cas-là tu prends l'échappée. Si tu veux tester tes jambes, tu peux aussi tenter de rester avec les meilleurs. Mais courir de cette manière, j'ai jamais vu. C'est un peu couru de manière stupide. Donc ouais. Lutsenko, il est revenu un petit peu dans ses travers qu'il avait à une époque, c'est-à-dire que la gestion tactique, c'est pas son fort. La lecture de la course, c'est pas son fort. C'est ce qui était un peu son problème pendant une époque, de faire souvent des erreurs de stratégie. Et là, aujourd'hui, où ça n'a pas été performant pour le coureur kazakh, mais surtout très mal couru, je pense, du côté du coureur kazakh. On passe tout de suite à l'étape de demain. L'étape de demain. On partira de Ambri pour aller à Malboun, dans le Liechtenstein. Pour finir dans le Liechtenstein, ce Tour de Suisse. On aura le Lukmaner Pass au bout de 40 km de course. Donc 29 km 2 à 5% de moyenne. On redescendra. Puis la montée vers Films, montée de 3e catégorie. 6 km 5 à 5,8% de moyenne qui sera à 70-60 km de l'arrivée. Ensuite, on aura Saint-Lutzis Tag
Côte de 3ème catégorie, 2 km 5 à 7,6% de moyenne. Là, on voit bien que j'ai fait allemand LV2 dans ma vie. Et puis, il y aura la montée finale de Malbonne, 2 km 6 pardon, à 8,7% de moyenne. Côte hors catégorie, on montera moins haut demain, seulement 1976 mètres et 1560 mètres pour le Malboune. Donc, il va faire chaud encore sur cette étape du Tour de Suisse. Et puis, vu que la canicule a l'air de se décaler vers l'est de la France, autant vous dire que la Suisse étant à l'est de la France, j'ai l'impression qu'il va faire vraiment de plus en plus chaud sur cette course. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, notamment sur les arrivées en virage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!